Merci tout d'abord de nous avoir réunis autour de ce colloque sur la fin de vie. Merci à la Curatellaire et merci à toutes les personnes qui ont fait le déplacement aujourd'hui pour évoquer ce thème. Alors sans plus attendre, je vais laisser la parole à monsieur Arnaud Pradou, qui est effectivement conseiller funéraire et qui va nous présenter l'intervention de l'assistant funéraire au moment des obsèques, puisque monsieur Dos Santos nous a déjà brièvement introduit sur le contrat obsèques. Monsieur Pradou. Merci à vous. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, présentation courte. Arnaud Pradou, je suis gérant d'une société de pompes funèbres basée à Provins, dans le sud Seine-et-Marne. Je ne vais pas devant vous aujourd'hui parler en détail du secteur du funéraire, car celui-ci est très vaste. Je vais juste me contenter pendant quelques instants, quelques brèves minutes, à 2 points en particulier, de manière à arriver à 2 points qui vont être une approche des différentes étapes que compose l'organisation des obsèques. Et nous arriverons, malgré que cela puisse déjà été en partie évoqué, nous arriverons aussi à une partie du financement des obsèques. Alors tout d'abord, quelques chiffres. Il y a eu en France, en 2013, 561 000 décès. On considère aujourd'hui que ces 561 000 décès représentent 10 milliards de chiffre d'affaires. Comment se répartissent ces décès ? 58% des décès ont lieu en établissement de santé. 49,5% en centre hospitalier public ou privé, 8,4% en clinique privée. On considère également qu'il y a dans le restant des pourcentages 27% de décès à domicile et également dans les maisons de retraite, les maisons de soins. Voilà. Le lieu du décès varie en fonction de l'âge de la personne. Si on doit tenir compte de l'espérance de vie des Français, on s'aperçoit que les femmes ont la chance de pouvoir vivre 84 ans et demi, alors même que les hommes, eux, n'ont que 77,8 années d'espérance de vie. C'est une des raisons pour laquelle, lorsque nous nous promenons en maison de retraite, notamment, nous avons plus affaire à rencontrer des femmes que des hommes. Quels sont les besoins des familles lorsque celles-ci sont confrontées à un deuil ? Qu'attendent-elles d'un professionnel du funéraire ? Que font-elles dans ces moments-là ? 3 possibilités. Je vais me cantonner à une seule. La plupart des familles interviennent directement dans nos locaux. Vous avez une autre possibilité qui se fait de plus en plus fréquemment par téléphone, où les familles se renseignent pour des devis. Et nous avons une part de plus en plus importante aujourd'hui qui est celle d'Internet. Les gens nous contactent également par le biais de réseaux, par le biais, on va dire, des sites, et demandent à ce que l'on puisse intervenir par voie de mail, ni plus ni moins. Le rôle de l'assistant funéraire. Le rôle de l'assistant funéraire, il est de rassurer la famille. Lorsqu'une famille entre dans nos locaux, elle se pose tout un tas de questions. Donc l'assistant funéraire a pour mission de prendre à sa charge l'intégralité des obsèques. Il doit, en d'autres termes, s'occuper de tout. La question, on va dire, psychologique que se posent les familles quand elles entrent dans nos locaux, c'est la première chose, d'être rassurées. C'est le maître mot, rassurer les familles. On va parler, on va dire, de l'assistant funéraire. Quel est son rôle ? Comment doit-il organiser son approche avec la famille ? Tout d'abord, lorsqu'une famille se présente à nous, il faut connaître ses besoins. Il faut prendre l'état civil de la personne, défunte, le nom, le prénom, son adresse, son âge. En d'autres termes, dresser, on va dire ni plus ni moins qu'une déclaration de décès. À partir de là, il faut connaître quelles sont les personnes qui sont présentes face à nous, connaître le lien de parenté du défunt par rapport aux personnes présentes face à nous. Il faut connaître le lieu du décès, savoir si celui-ci a eu lieu dans un centre hospitalier, dans une clinique privée, à domicile, savoir si, et c'est là le plus important au début d'un entretien, de savoir si effectivement le lieu du décès permet de conserver la personne.
Aujourd'hui, il faut savoir que tout établissement, notamment maison de retraite, maison de soins, domicile, ne permettent pas de garder dans la plupart des cas les défunts parce qu'elles n'ont aucune obligation légale à avoir, on va dire, des moyens de conservation de corps. Donc, dans la plupart des cas, elles obligent les familles, ou du moins elles insistent auprès des familles pour que, au décès, les corps soient transférés vers les maisons funéraires. Premier point. Le plus important également, définir les besoins de la famille et du défunt. Savoir s'il s'agit d'un service civil, s'il s'agit d'un service religieux, s'il s'agit d'un service civil avec incinération, religieux avec incinération, ou il s'agit d'une inhumation. Nous devons alors connaître les besoins, savoir s'il existe une sépulture existante, afin que la personne puisse venir être inhumée au cimetière. Se pose la question de l'incinération. L'incinération aujourd'hui, depuis 2009, a profondément changé. Les juristes ont modifié, on va dire, la destination des cendres, puisque depuis 2009, il est interdit, dans tous les cas de figure, de ramener les restes mortels, les urnes cinéraires, au domicile. Une pratique qui était très courante aujourd'hui est formellement interdite aujourd'hui. Dans ce cas, comme pour l'inhumation, 3 solutions sont offertes aux familles. La première, suite à une incinération, disperser les cendres dans un jardin du souvenir, disperser les cendres dans la nature. C'est légal, il existe des sites pour cela. La deuxième solution, rapporter l'urne cinéraire, l'inhumer dans un cimetière. La troisième, dans une sépulture existante, donc la troisième, acheter sur l'emplacement, on va dire, au cimetière de la commune, là où réside le défunt, une case de columbarium afin d'y entreposer l'urne ou éventuellement les urnes. Voilà, ce sont, on va dire, ces 3 points-là qui font la différence aujourd'hui par rapport à ce qu'il y avait par le passé. Donc que l'on puisse parler de l'inhumation ou de la crémation, le déroulement de la cérémonie, entre guillemets, l'organisation pour un professionnel du funéraire reste le même. Toujours est-il, outre ces besoins-là, vous avez ce qui rentre dans le règlement, c'est-à-dire dans la réception des familles, les questions de presse, savoir si la famille souhaite une insertion dans la presse, une organisation pour faire des faire-part, savoir s'il y a besoin de fleurs, choisir pour les incinérations une urne. Je ne vais pas rentrer dans le domaine du funéraire et préciser exactement le contenu, on va dire, d'un devis de pompe funèbre. Toujours est-il, pour en revenir à la crémation, aujourd'hui, on va dire en 2012, il existait 147 crématoriums en France. La proportion de ces crématoriums ne cesse d'augmenter. Il s'en crée chaque année. On va dire, je n'ai pas le nombre exact en 2013, mais vous en avez chaque année qui se construisent et de plus en plus fréquemment, des projets de plus en plus nombreux interviennent pour la création de crématoriums en France. Toujours est-il, 147 crématoriums existants en 2012, la part de la crémation en France aujourd'hui s'élève à 32% du nombre de décès, ce qui représente 167 000 incinérations par an. Pourquoi cette augmentation, on va dire, du nombre des incinérations ? La crémation n'est plus perçue comme un moyen économique. Jadis, par le passé, les personnes qui avaient recours à la crémation étaient des personnes qui étaient déficientes au niveau monétaire. Aujourd'hui, la philosophie des familles a totalement changé. Les personnes, on va dire les seniors, que je vais mettre entre guillemets, les seniors s'aperçoivent que les familles sont de plus en plus divisées, les enfants n'habitent plus sur place, n'ont plus le temps de s'occuper des parents. Et en fin de compte, elles ont décidé, pour remédier à cela, pour ne plus importuner les enfants à entretenir les sépultures de famille, elles requièrent de plus en plus fréquemment à l'incinération. Elles trouvent ça beaucoup plus sain,
peut-être éventuellement effectivement encore la question économique, mais c'est surtout une question pour les seniors de ne plus importuner leurs enfants et de ne plus les rendre dépendants, vu qu'ils ne sont plus basés, on va dire, localement, qu'ils sont implantés parfois à travers la France, l'Europe ou à travers le monde. Tout ceci répond à une évolution. L'augmentation des incinérations en France oblige les communes à évoluer leurs sites cinéraires. Les jardins du souvenir existent de plus en plus fréquemment et il faut savoir qu'aujourd'hui, les communes ont une obligation, les communes de plus de 2500 habitants ont l'obligation de créer un site cinéraire, voilà, leur site cinéraire sur leur commune. Donc on arrive aujourd'hui à avoir des communes, même de plus en plus petites, qui font appel à des professionnels du funéraire afin d'établir dans leur cimetière des columbariums, des sites cinéraires. Nous en arrivons maintenant au financement des obsèques. Lorsque rien n'a été prévu à l'avance, et il est évident que le coût des obsèques se révèle être assez important. Il faut penser, dans tous les cas de figure, lorsqu'un décès survient, pour les personnes qui souhaitent être inhumées, à acheter une concession auprès des municipalités, qui ont un coût quand même, on va dire aujourd'hui, relativement important. Il va falloir penser à la partie marbrière, création d'une sépulture, et également penser à la pompe funèbre. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure Dos Santos, la loi a été modifiée, le décret de loi du 9 décembre, de mémoire le 9 décembre 2013, autorise aujourd'hui, à la différence d'avant, de pouvoir prélever sur l'ensemble des comptes bancaires courants, on va dire, d'un défunt, la somme de 5 000 €. Or, lorsque rien n'est prévu, il est évident que 5 000 € peuvent parfois être un peu courants. Je serais censé dire, par rapport à la pratique, que les seniors ne rencontrent aucune difficulté, lorsque ceux-ci sont vivants tous les deux, à pouvoir financer leurs obsèques. En revanche, au dernier vivant, lorsque l'un des parents s'en va, les enfants qui sont aujourd'hui confrontés à la vie et aux difficultés de la vie, sans rentrer dans les détails, ont du mal à financer cette différence de frais d'obsèques lorsque rien n'est prévu, d'autant plus qu'aujourd'hui, les familles sont séparées, certaines personnes se retrouvent seules, n'ont pas les moyens, et il est évident pour les enfants, notamment je pense aux enfants, ils ont énormément de difficultés à pourvoir justement aux funérailles de leurs parents. Ça, c'est un fait, on va dire, courant aujourd'hui. Face à ces problèmes rencontrés, nous avons une prise de conscience de la part des seniors à pouvoir se protéger et surtout à protéger leurs proches. Nous avons parlé tout à l'heure, il a été évoqué dans les débats précédents, le fait que le recours, on va dire, au contrat obsèques est de plus en plus fréquent. Le nombre de contrats obsèques, pour vous le situer, a été multiplié par 2 en 10 ans. Aujourd'hui, je vais prendre les chiffres de 2012, 471 000 contrats obsèques ont été souscrits en France. 75% d'entre eux ont été réalisés en capital par le biais des banques et des assurances. Produits que vous voyez souvent, notamment pour les personnes retraitées, courrier, présence au niveau des banques par les assistants. 10% seulement sont gérés par les opérateurs du funéraire, ce qui est très peu. La différence étant un système de packaging qui est offert par les banques et les assurances. Je ne reviendrai pas dessus. Toujours est-il, il faut savoir faire une différence entre les produits pompes funèbres, les contrats obsèques qui sont mis en pratique et qui sont proposés par les différentes sociétés de pompes funèbres, qui répondent, on va dire, à un besoin technique des familles. Un contrat obsèque de pompe funèbre étant précis puisqu'il incite les personnes à organiser à l'avance le contenu de leurs obsèques. Nous l'avons évoqué tout à l'heure également. Connaître le lieu d'une inhumation, le lieu d'une incinération, la question philosophique, y aura-t-il oui ou non, M. Dos Santos l'a évoqué, je reprends ce qu'il a dit, une cérémonie civile, est-ce qu'il y a un besoin religieux, est-ce qu'il y aura
on va dire, un choix de cercueil en particulier, des fleurs, ainsi de suite. Je ne rentre pas non plus, je ne continue plus. En tout cas, il s'agit d'un produit précis. Les banques, quant à elles, offrent un produit en capital, c'est-à-dire une somme mise à disposition au moment du décès du souscripteur. Et donc, la différence s'opère à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'elle oblige la famille à rentrer en contact avec une société de pompes funèbres, de bénéficier de ce capital qui est mis à disposition par la banque au moment du décès, mais qui oblige tout de même les familles à entrer en contact avec la société de pompes funèbres afin d'élaborer, on va dire, ce que nous avons vu précédemment, à savoir le déroulement et l'organisation des obsèques. Face, on va dire, à tous ces problèmes financiers, je vais terminer sur ce point, il a été évoqué également tout à l'heure, il y a une prise en charge, une prise de conscience, pardon, par les maisons de retraite, médicalisées, effectivement également, par les foyers logements. Les gérants de ces foyers, de ces maisons de retraite, sont donc plus en plus confrontés aux problèmes, on va dire, d'organisation et, comme je l'ai dit, aux problèmes de garde du corps. Et de plus en plus fréquemment, nous avons, on va dire, des familles qui se présentent à nous de la part de ces maisons de retraite médicalisées ou autres, demandant à faire en sorte d'établir des contrats obsèques afin d'éviter tout souci et surtout de garantir une cérémonie décente aux personnes qui sont placées. Également, présence de plus en plus fréquente, on va dire, d'intervenants dans le domaine judiciaire, nous l'avons vu, qui nous sollicitent également pour protéger les majeurs. Voilà, c'est ainsi que je vais terminer. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'évolution qui est attendue à l'horizon 2030, l'évolution du marché, il est censé, vu la démographie, nous devrions passer de 560 000 décès à quasiment 700 000 à l'horizon 2030. Et vu l'évolution des marchés, vu l'évolution de la conjoncture et on va dire des lois, il est fort à parier qu'une forte évolution dans notre secteur d'activité doit intervenir dans les années proches. Merci. Merci, Monsieur Pradou, pour votre intervention. Peut-être une question sur le délai de mise à disposition des fonds lorsque les familles ou le majeur protégé ou la personne décédée a conclu un contrat auprès d'un établissement financier. Vous parliez tout à l'heure des banques ou des compagnies d'assurance. Est-ce que les délais de mise à disposition des fonds sont compatibles avec vos contraintes? En aucun cas. Il faut savoir que dès lors que la facture est éditée suite aux obsèques, donc elle n'intervient pas immédiatement pour une question de déontologie, l'envoi et la réception des documents par les organismes financiers et le traitement du dossier impliquent en moyenne un délai de traitement et une réception des fonds au bout de 3 semaines. Concernant les assurances, on peut dépasser allègrement le mois, voire même plusieurs mois, dès lors que nous ne les relançons pas. D'accord, merci. Une autre question, peut-être une déformation professionnelle, mais qui est de savoir comment vous réglez les situations de conflit, s'ils existent entre les familles au sujet de l'organisation des obsèques. C'est une bonne question. Nous sommes là pour apaiser, nous sommes là avant tout pour écouter les besoins des familles et nous sommes là également pour leur faire comprendre à un moment donné, parce qu'il faut trancher, nous sommes là pour leur faire comprendre que nous sommes présents dans l'intérêt du défunt et non pas dans l'intérêt personnel des familles. Ça, c'est très important. En règle générale, lorsqu'on en a évoqué cette intervention et le fait de préserver les volontés du défunt, ça se passe bien. Est-ce que vous avez un devoir d'information auprès des familles? Vous parliez tout à l'heure de familles qui sont présentes au moment des obsèques, mais tous les membres de la famille ne sont pas forcément présents. Est-ce que vous avez une démarche pour rechercher les membres de la famille proche, bien sûr, qui n'auraient pas été avertis, notamment toujours dans ces situations de conflit?
Nous n'avons aucune intervention auprès des personnes qui ne sont pas présentes de la famille. Nous nous intéressons uniquement aux personnes qui sont présentes face à nous et nous avons cette responsabilité de les renseigner et d'opérer qu'à partir du moment où elles nous donnent l'autorisation d'agir. Dans aucun cas de figure, nous avons le devoir d'aller rechercher d'éventuels, on va dire, liens familiaux. Nous sommes là, nous, et nous devons exécuter par rapport à ce qui nous a été demandé. Nous avons un intervenant et c'est tout. Une dernière question sur les documents que peuvent préparer les familles ou les mandataires judiciaires pour faciliter le travail du conseiller funéraire. Tout ce qui est peut-être titre de propriété relatif au caveau ou autre. Voilà, dans la mesure du possible, avoir au moins une copie du livret de famille ou de la carte d'identité si la personne n'est pas mariée. Avec ce livret de famille, nous avons la possibilité de pouvoir effectuer les démarches, notamment la déclaration de décès auprès de la mairie du lieu de décès, ainsi de pouvoir recueillir ce livret de famille, les actes de décès, afin de pouvoir les remettre justement aux différents intervenants. Concernant le cimetière, effectivement, il est bien dans la mesure du possible d'avoir le titre de propriété, autrement dit le titre de la concession du cimetière. C'est toujours beaucoup plus facile d'avoir ce document-là de manière à pouvoir justifier auprès des communes le titre de propriété par rapport à la famille. C'est-à-dire, en fin de compte, que la propriété appartient bien et de pouvoir rechercher plus aisément et plus facilement la concession de terrain. Il est évident qu'à partir du moment où on n'a pas le titre d'une concession, lorsqu'on s'adresse à des cimetières parisiens qui sont gigantesques, il faut après ça avoir, ou du moins bénéficier d'un certain laps de temps avant d'avoir cette autorisation d'inhumation. Donc, livret de famille, je serais censé dire, et surtout carte d'identité ou titre de concession, c'est tout ce qui nous